Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, de retour en Islande en ce mois de décembre 2024. Islande qui a connu depuis des millions d'années bien sûr, mais surtout cette année une éruption qui a quasiment menacé une ville. J'ai eu l'opportunité en roulant de m'approcher et de traverser cette ville, Grindavik, qui est dans le sud de l'Islande, près de la capitale de Reykjavik. Et cette ville de Grindavik a été submergée en partie par un flot de lave plusieurs fois cette année, dès cet été et puis encore récemment en mois de décembre. Et donc en m'y approchant, je voulais voir un petit peu par moi-même à quoi pouvait ressembler une ville qui a subi ce genre de flot de lave. Et d'ailleurs, je ne pensais même pas pouvoir y accéder, mais j'ai su que la ville était toujours partiellement habitée. Et donc, ni une ni deux, avec la voiture, nous sommes allés visiter cette ville, voir un petit peu de quoi il s'agit, comment les gens ont fait pour survivre et comment ils se sont préparés à cette catastrophe. Donc d'abord, pour commencer, voici quelques images. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio d'Islande. Je suis dans la ville de Grindavik, qui est dans le sud-ouest de l'Islande, où pendant tout 2024, et ça s'est arrêté il y a seulement quelques jours, cette montagne, là, a fait éruption.
Et cette ville, qui est aujourd'hui une ville quasi fantôme, temporairement, je l'espère, pour eux, eh bien, cette montagne a fait éruption. Et la ville a été recouverte en partie de flots de lave, ce qui a impliqué de l'évacuation, mais aussi une ténacité des habitants qui n'ont pas voulu perdre leur ville et qui ont demandé que les autorités fassent les efforts nécessaires pour dévier la lave, préserver la ville qui pouvait l'être et faire en sorte de préserver leur vie, leur habitation, leur lieu de travail pour beaucoup. Et c'est assez impressionnant de visiter cette ville quelques jours après. Là, il y a une petite exposition photo. Je vais vous mettre les photos en incrustées dans la vidéo. Vous voyez, c'est impressionnant de voir d'ailleurs des morceaux encore de lave qui sont encore fumants. Quelques semaines, voire quelques mois pour certains. Après, c'est pas vraiment une éruption, mais ces flots de lave qui ont failli engloutir la ville. Donc c'est une expérience intéressante que je vous encourage par ces quelques images à aller explorer. Est-ce que dans votre communauté vous feriez pareil? Est-ce que vous seriez capable de préserver votre ville face à un flot de chance pour l'univers ou de lave ou d'autres catastrophes qui pourraient arriver? C'est pas sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces éruptions sont soudaines. Personne ne peut vraiment les prédire du fait que l'île entière est un immense volcan, une série de centaines et de centaines de volcans, et que si on peut prévoir par des tremblements de terre certaines éruptions, elles arrivent généralement relativement à l'improviste, et surtout, on ne sait jamais ni l'intensité, ni la direction des éventuels flots de lave, voire, alors ce n'est pas le cas ici, d'explosions pyroclastiques ou vraiment explosives. Ici, ce sont des flots d'épanchement, des laves qui peuvent avancer à plusieurs kilomètres/heure quand même, mais qui laissent quand même le temps de pouvoir s'en aller. Alors, dans cette exposition photo, nous voyons un petit peu, évidemment, une fois que l'alerte est donnée, il y a des services de pompiers, de services de sécurité qui sont à la fois de l'île entière, à la fois de la capitale Reykjavik, de l'aéroport Keflavik, mais aussi de chaque ville. Chaque ville, il y a des pompiers volontaires. C'est une profession annexe à la profession de tout le monde, donc une sorte de protection civile qui est fortement entraînée au risque de volcan. Et donc cette intervention rapide fait qu'on donne l'alerte, fait que l'on essaye de comprendre quelle est la direction des flots de lave. Le pays a aussi un grand nombre de formes, un très grand nombre de vulcanologues et de sismologues et de géologues chaque année. L'université qui est spécialisée là-dessus, ça vaut le cas, ça vaut la peine. D'ailleurs, beaucoup d'étudiants en volcanologie, en sismologie, viennent du monde entier étudier à Reykjavik sur ces thèmes, puisque, évidemment, il y a moyen de faire des travaux pratiques sur toute l'île. La panique et le mouvement intempestif des gens, et pour organiser à la fois les secours, les évacuations, mais aussi les actions à entreprendre, il y a dans cette île qui est extrêmement homogène d'un point de vue culturel et ethnique, il faut le rappeler, eh bien, une coordination qui se fait immédiatement. Si certaines personnes ont dû fuir très vite, la plupart ont pu être renseignées et un plan d'action qui existe pour chaque ville et chaque village a été rappelé à la population et a été mis en œuvre. Alors, évidemment, des forces de l'ordre sont venues de la capitale. Il y a très peu, il n'y a pratiquement pas d'armée et très peu de forces de l'ordre en Islande. Eh bien, on a communiqué, le maire de la ville a communiqué le plan à la population en expliquant qu'il y allait y avoir deux phases. Une première d'évacuation à titre préventif, de manière à ce que l'on puisse limiter les pertes en vie humaine, mais aussi en termes matériels, et bien entendu l'évacuation des biens culturels, on va dire, importants pour la petite ville. Et ça a été une première phase. Pas tout le monde a obéi d'ailleurs, certaines personnes sont restées sur place, ont souhaité ne pas quitter leur maison. Ça a été, on m'a dit, un problème, mais voilà, les gens sont libres. Et donc, on ne peut pas les forcer à quitter. Néanmoins, la majeure partie de la ville a quitté. Et a pu, je vais vous expliquer comment, a pu revenir un peu plus tard. On rappelle qu'un domicile, ce n'est pas qu'un investissement financier que les assurances ne payent jamais entièrement en cas de catastrophe,
mais en plus un investissement émotionnel. Et donc on peut comprendre le désarroi des gens qui doivent quitter. En tout cas, pour sauvegarder la population, mais aussi sauvegarder les infrastructures, je vois que l'Islande a les mêmes techniques que ont les Siciliens des alentours de l'Etna, notamment autour de Catagne, qui ont développé en fait des plans d'action qui, avec leur expérience évidemment, mettent en place des mesures. Alors c'est essentiellement beaucoup de bulldozers, beaucoup de terrassements, des systèmes également de tuyauterie et de canalisation pour amener de l'eau. Et au fur et à mesure que la lave avançait dans la ville et qu'elle commençait à brûler et à consommer certaines habitations, eh bien, ce travail de 24 heures sur 24 a été mis en place à plusieurs reprises pour créer finalement des murs de roches, de terre, de pierre, et aussi solidifier à l'aide de l'eau des parties de la lave de manière à ce que le flot change de direction et ne se dirige plus vers le centre de la ville, mais plutôt vers des endroits sans personnes et sans habitants. Et ils ont réussi à le faire à plusieurs reprises au cours de cet été et maintenant en hiver, en décembre, de manière à ce que la population ne soit plus menacée. Et aujourd'hui, une part non négligeable de la population de Grindavik est revenue vivre dans ces maisons, tout en sachant qu'à tout moment, le flot de lave peut recommencer, le volcan peut continuer à éjecter sa matière en fusion et donc créer à nouveau une nouvelle crise. Pour retourner en ville, mais je tiens à mettre encore quelques images qui vont vous montrer les travaux qui ont été faits et le fait que l'on travaille encore 24 heures sur 24, de jour comme de nuit, pour continuer à remblayer, à changer, à faire des falaises de pierre et de terre pour qu'une prochaine éruption ne soit déviée. Notez aussi dans la toute dernière vidéo de nuit, nous voyions du brouillard. Et en fait, ce n'est pas du brouillard, c'est que la route que nous avons empruntée est toute nouvelle. Elle venait d'être construite il y a quelques jours. Et cette route est construite par-dessus des remblais de pierre qui sont sur la lave qui se refroidit. Et à 1 mètre sous cette route, la lave fait 500 degrés. Et donc, ce que vous voyez, ce n'est pas du brouillard, c'est la fumée de l'humidité qui entre en contact avec cette lave, cette chaleur, et c'est de la vapeur. Et donc, voilà, c'est impressionnant de voir le travail d'ingénierie civile qui se fait en Islande. That must have been yeah, in fact, they're still working. This road was cut just a few weeks ago, you can feel it.
500 degrees, 1 meter below.